Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 15 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de ce livre, de cette petite brochure que j'ai trouvée Grandeur réelle et grandeur apparente de Louis Lavelle. Voilà. Ça contient 20 pages en gros. Voilà, 20 pages. Et donc c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui serait la paix universelle, une perfection écologique, une perfection morale, sociale, ou enfin morale, voilà, ça dépend quel terme. Ce qu'on entend par morale, c'est l'éthique humaine telle qu'on peut la considérer. Voilà, c'est en gros, c'est l'amour absolu du prochain, quelque chose qui serait... Et surtout, euh, l'accession facile à l'extase, à l'éveil, à la sagesse, à la, à la béatitude, à la dévécoute, au nirvana, à la moksha. Voilà, il y a plein de termes comme ça qui sont employés par les spiritualités pour parler d'un état qui est un état transcendantal que beaucoup de gens expérimentent sans s'en rendre compte ou sans vraiment le comprendre. Il y a des moments où on va être dans un état d'absolue extase. Notre corps, on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de notre corps. Et je pense que ça concerne beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Sauf que ces expériences-là sont brèves, extrêmement rapides, et en fait, on n'y attache pas une importance. On s'en souvient évidemment parce qu'elles sont bouleversantes, mais on n'arrive pas à s'y arrêter correctement. Et en fait, euh, selon moi, c'est ce que recherche l'humanité intuitivement. L'ensemble des hommes, chaque homme recherche cet état de totale sérénité. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cet état-là et l'état du, de, de notre passage intra-utérin lorsqu'on était dans le liquide amniotique? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on est dans cet état-là, dans le ventre de notre mère, et on rechercherait cet état finalement sans le savoir, sans s'en rendre compte. Alors on appelle ça le bonheur, etc. Tout homme cherche à atteindre le bonheur. Les Grecs pensaient cela, et à juste titre. Et donc si chaque homme cherche à atteindre le bonheur, l'ensemble de l'humanité cherche à atteindre le bonheur. Voilà, par déclinaison. Et en fait, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, sur ce site. Bon, je vous renvoie à ce site, et voilà. Alors, j'ai commencé le deuxième chapitre, et malheureusement, dans la vidéo précédente, je suis parti en digression totale sur la politique. Ça m'arrive souvent sur l'analyse de la société actuelle, etc. Donc, et évidemment, ça a un impact sur nos vies et sur notre façon de penser. L'idéal, ça serait d'être totalement zen et de pouvoir se dire, mais tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est ce que je pense fondamentalement. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, et, en bien comme en mal. Je vous renvoie encore une fois à la mécanique universelle, où je démontre l'importance de ce qu'on appelle le mal pour l'évolution du bien. Le mal travaille à l'évolution du bien, en somme. C'est un outil pour le bien, voilà. Mais enfin, voilà, là, on vit dans un moment qu'on ressent comme une régression partielle sur certains plans. On régresse, sur d'autres, on progresse évidemment énormément. Mais sur certains plans, on progresse, social, etc. Et bon, bref. Euh,
Et on est un peu, voilà, on peut être révolté suivant sa nature. Moi, je suis révolté souvent par le système qui me semble sourd, qui n'écoute pas son peuple, un système politique qui n'entend pas son peuple. Bref, voilà, ça a amené à toute cette discussion sur la vidéo précédente, euh, où je précise en fait aussi des choses que j'ai déjà écrites sur la mécanique universelle, sur, voilà, sur euh, pourquoi ce néolibéralisme s'est imposé à la chute du communisme. Bon, je vous renvoie à la lecture de cet endroit. Alors là, c'est qui demande des chefs doit sentir en lui un goût singulier de l'obéissance. La lame, etc. Il est rare que le chef ne se considère pas lui-même comme le véhicule d'un pouvoir qui le dépasse. Il pense toujours qu'il est l'instrument de Dieu. La relation du commandement et de l'obéissance est parallèle dans l'ordre de la volonté à la relation du spectateur et du spectacle dans l'ordre de la connaissance. Elle tourne le regard vers le monde visible et manifesté afin qu'il porte témoignage d'un monde invisible et secret. Et c'est clair que, justement, cette société, cette hyper-marchandisation que l'on connaît depuis longtemps en Occident, hein, mais on va dire depuis depuis l'installation du néolibéralisme, on est rentré de façon forcenée, à mon sens, vers une sortie de tout ce qu'on pourrait penser du monde invisible, spirituel, etc. C'est quelque chose, comme c'est le marché qui a pris le pouvoir, le marché, pour l'instant, parce que peut-être que ça pourrait changer, évidemment, mais le marché repousse le spirituel, repousse euh, le, le, tout ce qui peut toucher justement à la quête qui est liée à l'esprit, au spirituel, à l'idée du divin, etc., à l'idée de l'invisible. Parce que c'est pas vendeur, ça marche pas pour lui. Donc, il nous a un peu déréalisé. Il nous a sortis de l'immédiat, de l'instant immédiat, pour nous plonger dans le désir de ce qu'on doit acquérir. C'est pour ça il nous submerge de choses, de désir, quoi, hein, de désir. Voilà, si on voit voilà, n'importe une pub qui nous allèche pour un truc, ben, ça nous sort de l'instant présent, ça nous sort de la possibilité de jouir du présent, de la contemplation, de la tranquillité, etc. Parce on va projeter notre esprit pour acheter tel ou tel truc, ou pour, voilà, ou pour jubiler de certains trucs qui ne sont pas en nous. Bon, la télévision, ça nous sort du présent, ça nous sort de la contemplation, pareil, etc. Euh, le stress au travail que le néolibéralisme a imposé depuis les années 80 avec une force inouïe, quoi, hein, qui fait on peut dire que ces 30 dernières années, on les a vécues pour la plupart au pas de course, quoi. On n'a rien compris à ce qui se passait. Il me semble, hein, bon, je ne sais pas si certains, peut-être que justement les dominants ont le temps de pouvoir jouir de l'existence, mais en tout cas pour la plus grande partie du monde, c'est le stress, c'est l'affolement, c'est voilà. Bref, rien que si on prend n'importe quelle confrérie, en gros, voilà, corporation, si on prend l'hôpital, les gens pourquoi ils sont arrivés à ce truc-là? Pourquoi il y a eu ces burn-out
dans les métiers où les gens un peu fragiles, qui avaient pas l'esprit de compétition, pouvaient être en paix, quoi. Voilà, par exemple, quand il devenait fonctionnaire, c'est que c'était surtout pour les gens qui n'avaient pas l'ambition de réussir dans le business ils n'avaient pas envie de vivre ça. Le monde ce monde-là n'était pas fait pour eux. Ils voulaient juste être tranquilles, vivre une vie paisible et le plus en sécurité possible. Et ça, c'est quand même ce que l'humanité doit apporter au minimum aux plus fragiles. Et là, c'était l'endroit où les plus fragiles pouvaient vivre une vie paisible, quoi. Hein, voilà. Un facteur, il avait pas, ben on le voit hein, dans Tati, par exemple, ben, Tati, c'est pas tapis. C'était pas, voilà, quand on voit le facteur en bicyclette, il s'en fout complètement de ce que Tapi nous a proposé à partir des années 90. Et donc, voilà, ça c'est quand même un vrai problème. Et donc, voilà, j'en parle sur le, dans la vidéo précédente. Donc, elle tourne le regard vers le monde visible et manifesté afin qu'il porte témoignage d'un monde invisible et secret. Elle assigne à celui qui commande une mission, elle exige qu'il soit à l'égard de l'ordre qu'il veut faire régner dans le monde, le serviteur le plus fidèle et le plus docile, ce qui est un point où viennent se rencontrer en lui le suprême orgueil et la suprême humilité. Voilà, ça c'est les grands chefs dont il parle. Voilà, je vous renvoie à la vidéo précédente. Il n'y a pas de rapport qui ait été plus explicité de nos jours que le rapport entre le maître et le serviteur, tel qu'il a été défini par Hegel. Ça, c'est très intéressant. Alors moi, je découvre la lecture en même temps que je lis. Hein. Voilà, et donc je suis aussi ébloui que vous, sauf que vous avez l'inconvénient de m'entendre et d'entendre mon exaltation, ma mauvaise lecture, bref, toutes ces choses-là. Mais bon, alors voilà, il n'y a pas de rapport qui ait été plus explicité de nos jours que le rapport entre le maître et le serviteur tel qu'il a été défini par Hegel. Ça, ça sera, j'espère, la prochaine étape de vidéo, quand j'aurai fini cet ouvrage. Le conflit est résolu dès que l'on reconnaît que la relation de maître et de serviteur est toujours réciproque. Ça oui, complètement. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis, voilà, le malfaiteur, le transgressant et le législateur et le juge et le policier, etc., travaillent ensemble. Sauf qu'ils ne le savent pas, ils travaillent ensemble à l'évolution du droit. C'est par ce travail conjoint, c'est-à-dire que des transgressants vont chercher à abuser de la société, abuser de leur concitoyen, d'un concitoyen de manière légale, peut-être immorale, mais légale. Alors avant, c'était la morale qui prenait en charge les choses. Maintenant, c'est le code pénal qui, depuis quelques centaines d'années, quelques siècles, c'est lui qui prend le relais. Et donc, le transgressant, il va essayer d'abuser de ses congénères de façon légale. Le législateur s'en rend compte, il invente une loi pour interdire cette pratique-là. Et donc voilà, après les prochains vont en prison, etc., ou sont condamnés pour cet acte-là. Et le droit a évolué comme ça. En fait, on est parti des grandes bases que nous ont fournies le judaïsme, par exemple, les grandes lois, voilà, tu ne tueras pas, etc., etc.
Et à partir de ces lois-là, basiques, d'une certaine façon, se sont sophistiqués tout un tas de choses, y compris la, la vision la vision de la société vis-à-vis du transgressant. Maintenant, on a développé l'idée de circonstances atténuantes, etc. On est beaucoup plus juste. La justice devient de plus en plus juste, justement grâce à ce travail conjoint. Voilà, pour dire. Et donc, pareil, entre le maître et l'esclave, entre voilà, le maître et le serviteur, ou le maître et l'esclave, ou le colon et le colonisé, il y a un travail qui se déroule sans que les deux comprennent réellement qu'ils sont en train d'agir pour l'humanité. Voilà, c'est ce qui fait de nous des êtres humains totalement altruistes. On est des purs altruistes, puisque tout ce qu'on fait sur cette terre, on ne l'emporte pas de l'autre côté. Voilà, donc tout ce qu'on réalise, on le laisse à notre espèce, à l'humanité. C'est pour l'humanité. Voilà. Soyez ainsi les serviteurs les uns des autres. Chacun de nous ne demande qu'à servir la même vérité vivante, mais qui est toujours perçue à travers un autre, qui est son interprète et son médiateur. C'est toujours à travers quelqu'un qu'elle se montre. Ainsi, tout être en face d'un autre est supérieur sur un point et inférieur sur un autre. Et à l'égard de tout être, il est à la fois serviteur et maître. Et ça, c'est vraiment génial comme pensée. Et on le voit à tous les niveaux. Voilà. Le maître du village, il est le serviteur du maître du département. Le maître du département, il est serviteur du maître du pays. Le chef de l'État, il est le serviteur d'une puissance supérieure. Où il est voilà, il est sans le savoir, c'est pareil. Mais ils le savent intuitivement. Hein, voilà, le chef de l'État, il sait que le chef de l'État français, il sait que l'Amérique, c'est son boss, quoi. Voilà. Et le boss de l'Amérique, il sait que il dépend d'un groupe de faucons, peut-être, ou d'un groupe voilà, d'un groupe qui est au-dessus de lui. Et ce groupe-là dépend peut-être d'un groupe qui est voilà, des grands patronats américains qui ont la main finalement dans le truc. Et eux, ils sont peut-être les serviteurs de leurs propres femmes, de leurs propres, je sais pas, voilà, donc voilà, il y a en fait, il n'y a pas de maître. Et ça serait bien de le comprendre et de tomber dans l'humilité pour beaucoup, parce que c'est un avantage, l'humilité dans l'existence, à mon sens. Et sans qu'il s'en rende compte, il ne cesse jamais pendant sa vie tout entière de servir et d'être servi. Je pense que Louis Lavelle a une vision qui est vraiment... Bon, je pense qu'il a beaucoup lu Hegel, il a compris Hegel, il a compris Spinoza, voilà, mais il a complètement ingéré. C'est là où c'est quand même vraiment puissant. Ces philosophes-là sont... Parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui passent à la télévision, là, actuellement, qui ont lu tous ces auteurs. Ils les ont lus, mais ils ne les ont pas intégrés, ils ne les ont pas ingérés, ils ne les ont pas mangés, en somme. Donc, ils savent ils sont très, très compétents sur la technique. Et d'ailleurs, ils ne se privent pas de dire, mais si vous n'avez pas lu, voilà, de se montrer comme ceux qui ont lu, eux, au moins, ils ont lu, etc., par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas lu. Voilà, lui, le philosophe, il a lu Hegel dans le texte, il a lu Spinoza, il a lu le Coran, il a lu, mais il n'a rien digéré de ça. Voilà, il n'a pas vu, pas plus que quelqu'un qui va lire ça de façon intuitive ou qui va le lire par la bande, par un vulgarisateur
ou qui va picorer, qui va juste avoir un sentiment de ce qu'a voulu dire Hegel ou Spinoza, ou voilà, et qui sera peut-être beaucoup plus proche. Donc, ça n'a rien à voir. Bon, bref, je continue. On dit que les hommes les plus grands sont faits pour commander et qu'ils ne savent point obéir. Mais le véritable commandement n'est point une action séparée. Il ne se distingue pas de la présence toute pure. Mais voilà, c'est ça, les grands hommes qui sauraient commander et sans obéir, c'est pas vrai. Parce que voilà, on prend un De Gaulle, par exemple. Il arrive là, je pense qu'il a obéi au comité de la résistance, qui lui proposait ça, ça, ça. Il a obéi aux architectes qui ont dit ça serait bien de faire évoluer les Français vers les vacances, construire des choses pour accueillir des gens, pour qu'ils puissent se détendre, etc., etc. Il a dit OK. Il a sans doute obéi quand on est venu lui proposer le Concorde, quand on est venu lui proposer le TGV ou Michelin ou Dassault ou quoi que ce soit. Il a pas obéi au sens où quelqu'un lui donne un ordre, mais indirectement, il a obéi. Et les grands hommes savent obéir pour la nation, pour leur peuple. Ils tiennent compte du peuple. Voilà pourquoi, pendant la période qu'on pourra appeler les 30 Glorieuses, c'est pas qu'il y avait plus d'argent ou plus de choses que pendant les 30 inglorieuses, je ne sais pas comment on pourrait dire, les 30 dégradantes qu'on connaît depuis les années 90. Dégradante est un bien grand mot, mais bon, il y avait beaucoup plus d'argent, il y avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de choses, mais sauf que les dirigeants étaient tournés vers l'oligarchie et pas vers le peuple. Les dirigeants comme De Gaulle, Pompidou, etc., ils étaient tournés vers le peuple. Donc, ils allaient obéir à, à des propositions parce qu'elles allaient bénéficier au peuple globalement. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est ça qui fait que la grande différence entre les dominants du néolibéralisme et les dominants du capitalisme qui était juste précédent. Voilà. Et c'est pas, on ne peut pas dire, voilà, les baby boomers, je ne sais pas comment on les appelle, là, comment on nous appelle, parce qu'en fait j'en fais partie quasiment. Ils ont eu la belle vie, etc. C'était le top pour eux, ils baignaient dans le truc. Non, les dominants donnaient la belle vie au peuple, c'est tout. Et les dominants des années 90 à 2020 ont donné la belle vie aux oligarques, et pas au marché, aux oligarques, aux médias, voilà, mais pas au peuple. Et donc, ça marche pas comme ça peut pas aller comme ça. L'esprit agit toujours par rayonnement et non point par contrainte. C'est ça. Exactement. Ben, l'esprit d'un chef d'État démocratique, agit par rayonnement et dont le rayonnement est en direction du peuple. L'esprit des dominants narcissiques agissent par rayonnement pour eux et pour les élites qu'ils vénèrent. Voilà, parce que le narcissique, le dominant narcissique, il vénère les dominants. Il bade les dominants. Et donc il méprise ce qui est en dessous, le peuple. Et le peuple est en dessous dans ce mécanisme-là. Alors que le peuple, c'est le souverain c'est le souverain dans la démocratie. Donc c'est celui qui est en haut en principe. Et donc l'élite, c'est ce qui est en bas. Voilà. Et qui doit
travailler pour le peuple, voilà, qui doit travailler avec la conscience pleine du peuple. L'esprit agit toujours par rayonnement et non point par contrainte. Il éclaire de la même manière celui qui l'apporte et celui qui le reçoit. L'obéissance est toujours la marque de l'insuffisance. Elle n'est fondée que sur un ordre naturel de subordination. Mais dès que la nature est vaincue, la subordination est abolie. C'est l'amour qui remplace l'obéissance et lui ôte son emploi. Voilà. Et si on passe vers l'amour, on aurait tout à gagner à passer sur l'amour. Un chef un patron d'industrie qui agirait envers ses ouvriers par amour, vraiment par amour, c'est ça. Par amour envers ses ouvriers, par amour envers, voilà, prenons le gars qui a Leclerc, machin, je sais pas quoi là, voilà. Ils se disent d'ailleurs généreux, bons, etc. Un gars qui serait à ce niveau-là, il chercherait pas à accumuler des fortunes colossales. Il chercherait pas à devenir milliardaire de chez milliardaire, à très certainement être obligé de passer de l'argent de se débrouiller, voilà, comment ils appellent ça, à faire de la truc fiscale, pour voilà, travailler dans ce truc-là, ça l'importerait pas, il serait sur l'amour de ses ouvriers. Ces ouvriers seraient les plus heureux. Et donc, ces ouvriers qui travaillent dans un supermarché, ils s'arrangeraient pour employer le double de personnel, qu'ils les fassent travailler 3 jours ou 4 jours maximum par semaine, qui leur offre des trucs de vacances tels que, voilà, comme on a pu les connaître justement dans ces 30 glorieuses, là, où il y avait un système social qui tournait à bloc. On pouvait aller faire du ski, aller à la mer pour 3 fois rien. Il y avait plein de systèmes comme ça qui étaient complètement voilà, génial, mais qui était tourné pour les ouvriers. Alors c'était gagné de haute lutte, mais un patron comme ça, mais il aurait le double de rentabilité dans son boulot. D'abord, il serait heureux lui-même. Psychologiquement, ça serait un patron très heureux. Il aurait une conscience vraiment, il n'aurait pas la conscience de mettre en esclavage des gens, voilà, de faire en sorte que, bref, il y aurait vraiment quelque chose de positif. Ça serait possible. Et c'est là où se faire obéir, bien sûr, ils se font obéir, le patron, et il est dans le système pyramidal. En haut, il donne le truc à quelques sous-patrons qui vont donner les directives, qui vont imposer des subordinations à des directeurs de supermarchés qui, eux, vont imposer à des sous-fifres qui vont, etc., etc. Et grâce à ça, ils maintiennent tout le système. C'est ce système pyramidal dont l'État dit, dont la justice même dit que c'est quelque chose de condamnable. Et d'ailleurs, il les condamne. Hein. Quelqu'un qui monte un système pyramidal bancaire, là, comme ça, Mais en somme, eux, ils fonctionnent exactement comme ça. Ils fonctionnent sur un système pyramidal. C'est un système pyramidal qui, d'en haut, voilà, donne des petites directives, et en bas, il y a des gens qui font peur au peuple pour le maintenir dans un certain, dans une certaine obéissance. Alors que par amour, et on arrivera à ça, voilà, ça prendra encore 1, 2, 3 siècles peut-être, peu importe. Même peut-être 1000 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps d'aller au bout. Mais
on aura dépassé ça. Et les gens dans 500 ans qui regarderont la façon dont on se comporte, eh ben ça sera exactement comme nous, on peut voir les serfs, comment ils étaient traités, ou les esclaves à tel moment, même si... voilà, bref, on regardera ça avec horreur, comme on regarde la traite des Noirs. Aujourd'hui, on commence à regarder la traite des Noirs, et encore, il y en a beaucoup qui ne veulent pas regarder dans cette direction, et qui voudraient que personne regarde dans cette direction. Et c'est proprement scandaleux d'ailleurs, hein, cette chose-là. On doit maintenant regarder ça en face, et on n'a pas le choix, quoi qu'il arrive. Ça sera comme ça, même si les réactionnaires peuvent freiner un peu ce mécanisme-là, mais quoi qu'il arrive, c'est voilà, on est obligé on passera par là, et il faudra payer. Voilà, comme tout le monde, hein, comme c'est normal. Voilà, les victimes ont droit à la reconnaissance et à leur dédommagement. Ça existe déjà, il y a déjà des sociétés, des systèmes qui ont tracé la route pour ça, et ça sera le cas pour toute victime, pour tout abus, tout abusé sera indemnisé d'une manière ou d'une autre, lui ou ses descendants, et on devra regarder en face le comportement. Et c'est valable pour tous, hein, pour tous les systèmes. Et on n'y échappera pas. Voilà. Bon. Et par l'amour, l'amour sera le moteur à un certain moment. Voilà. L'amour sera le moteur à tous les niveaux. On y va progressivement. Hein. On a notre capacité d'aimer progresse constamment dans l'humanité. Et on le voit maintenant, je pense que la relation d'un enfant à l'animal n'a rien à voir globalement avec la relation d'un enfant, je ne sais pas moi, chez les Grecs, voilà. Donc il y a quelque chose. Alors, ça n'empêche pas que c'est pas parfait. On n'est pas dans un monde parfait. Il faut bien toujours tenir compte de ça. On n'est pas dans un monde parfait, mais on va vers cette perfection. On se perfectionne toujours, selon ma théorie. Voilà. Donc, je suis arrivé à la fin de de ce deuxième chapitre, et on attaquera le 3, etc., etc., etc. Voilà. C'est bien parce que je pense que là, il fait travailler sur Louis Lavelle, sur plein de choses intéressantes. Voilà. Bon, j'arrête là. À très bientôt. Merci de votre écoute.